On a le plaisir ce soir de recevoir dans le MAG une actrice, une vraie. Pourquoi est-ce que je dis une vraie? Parce qu'elle donne tout à son métier, qui le lui rend bien d'ailleurs, et ce depuis toujours. Née quasiment dans l'hôtel de la plage, elle a grandi avec Nikita avant de tourner pour Diane Curis, Raoul Ruiz ou encore Claude Lelouch. Anne Parillo, bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors franchement, quel sens du timing. Le jour où Emmanuel Macron nous annonce la réouverture des salles de cinéma pour le 19 mai prochain, on a Anne Parillo sur le plateau. Alors comment Anne Parillo réagit-elle à cette annonce d'Emmanuel Macron? Bonheur absolu. Bonheur absolu. On est en manque depuis plus d'une année. Et voilà, on a essayé de se battre pour démontrer à quel point c'était essentiel pour tous, mais à quel point, effectivement, ça l'est pour nous. Et voilà, on se rend compte en étant privé à quel point c'était important et à quel point ça nous manque. Et c'est effectivement la meilleure nouvelle du jour. Vous êtes du genre à aller régulièrement en salle voir les films. Vous aimez ce... Oui, moi j'aime aller au cinéma. Et puis je pourrais enchaîner plusieurs films dans la journée. Donc ça veut dire que vous avez souffert de voir des films à la télé ou Ah mais je ne les ai pas vus. Moi j'attends qu'ils sortent en salle ou qu'ils reviennent parce qu'il y en a une partie qui a été bloquée mais qui vont ressortir maintenant. Et moi j'attends de les voir en salle. Vous mangez au cinéma? Non. Pas d'esquimaux, pas de glace, pas de genre à faire du bruit avec les pop-corn pour embêter les voisins. C'est ce qui fait le charme du cinéma. Le cinéma, c'est une messe, c'est une salle, c'est une église. Donc on est concentré, on écoute le prêche qui est sur l'écran. Ah oui, c'est vraiment de l'ordre du sacré. C'est religieux. Du sanctuaire. Alors on vous retrouve cette fois dans un tout nouveau rôle, Anne, pas au cinéma, mais dans la vraie vie. Vous êtes aujourd'hui romancière. Ça vous va très bien. Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans ce rôle de romancière? Je commence. Alors, quand je dis je commence, c'est-à-dire que je pense qu'on ne l'est que quand on a le retour des personnes qui vous lisent, en fait. Et que, de la même façon qu'on apprend à écrire en écrivant, en tout cas, ça a été mon cas, je saurais si je suis auteur en recevant et en réceptionnant l'accueil des personnes qui lisent ce que vous avez essayé de partager. Et c'est vrai que puisque l'accueil est vraiment bon, ça me légitimise, ça m'autorise à m'accepter en romancière. Mais est-ce que vous avez besoin, c'était un besoin pour ce roman impératif, même si dans l'absolu les gens ne vous suivaient pas sur le retour, est-ce que c'était quand même capital et fondamental de l'écrire ou... Ah oui, de toute façon, il n'y avait pas de compromis. C'est-à-dire que la grande différence entre actrice et auteur, c'est qu'effectivement, actrice, on se cache derrière les rôles, on est dans une aventure avec un clan, avec une équipe, et c'est aussi l'aventure Enfin voilà, c'est le metteur en scène qui est chef d'orchestre. Et là, je sais que si on n'aime pas mon livre, on ne m'aime pas moi, en fait. Donc c'est d'être prêt à assumer ce désamour ou cette critique, de ne pas être accepté, de ne pas être... Pourquoi est-ce qu'on ne vous aimerait pas, vous? On pourrait ne pas aimer la personne qui écrit, mais ce n'est pas complètement vous. C'est votre façon de fonctionner. Vous êtes toujours très entière, finalement. Oui, mais si, parce qu'en fait, on s'aperçoit très vite en écrivant que même si c'est pas une autobiographie, même si c'est un roman, on soigne de partout. C'est mes réflexions, c'est mes pensées, c'est mes démons aussi, c'est mon obscur qui s'exorcise à travers les lignes. Vous dites qu'on ne peut pas se cacher dans un livre, quoi. Enfin, en tout cas, beaucoup plus difficilement. Vous n'êtes pas parvenu à vous cacher dedans. Non, mais c'est-à-dire, ça dépend du sujet voilà, ça dépend du sujet qu'on traite. Moi, je suis pas capable, c'est mon premier, donc on verra plus tard, mais j'ai la sensation de ne pas être capable d'écrire sur quelque chose qui ne résonne pas en moi. Et d'ailleurs, non, ça sera comme ça tout le temps, puisque les rôles, c'était pareil, en fait. Je suis pas capable de me laisser entraîner et de m'aventurer dans quelque chose qui ne résonne pas chez moi et dans lequel je ne vais pas pouvoir défendre ou me donner entièrement à mes héros ou à mes rôles. Il y a quelque chose qui fait... Et en ça, pour répondre à ce que vous disiez, en ça, c'est un besoin. C'est un remède aussi. C'est une catharsis. Ouais, vraiment, c'est une catharsis. Mais quand vous disiez j'en avais besoin, oui, c'est un besoin dans le sens où c'est sans compromis, c'est sans vouloir plaire, c'est sans vouloir... voilà, c'est d'écrire... C'est la première fois que j'assume dans l'expression artistique le fait de dire ce que j'ai envie de dire, d'écrire comme j'ai envie d'écrire et d'accepter beaucoup plus ce que je suis. Vous avez dit on verra pour la suite ou pour les prochains. Vous l'avez quand même dit là à l'instant. Ça veut dire que romancière, c'est pas le rôle d'une seule fois. Visiblement, vous avez déjà pensé
à d'autres livres. Ça vous a plu à ce point-là pour imaginer? Ah oui, ah oui, on devient vite addict. Oui, ça m'a vampirisé. Moi, j'ai l'intensité que j'ai vécue pendant ces 6 années, parce qu'en fait, j'ai commencé il y a 6 ans. Voilà, le livre s'arrête, on a l'impression qu'on va vouloir souffler, qu'on va vouloir se régénérer. Et en fait, maintenant, je vois toute la vie à travers le fait de qu'est-ce que je peux capter, et qu'est-ce que je peux observer, et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre. C'est une nouvelle carrière qui commence, en quelque sorte? En tout cas, c'en est une complémentaire ou une parallèle ou une... Alors, ce livre s'appelle, on l'a vu tout à l'heure, mais s'appelle Les Abusés. C'est chez Robert Laffont. Votre héroïne, Adélie, pense qu'elle rencontre le grand amour. Il s'appelle Samuel, il est peintre, il est très riche, très connu, spécialisé dans le trompe-l'œil. Ce qui peut en dire long pour la suite. Derrière l'homme idéal se cache un pervers narcissique. Vous décrivez, mais vraiment sans phare, cette relation d'emprise. Vous avez dit que vous portiez cette histoire depuis 6 ans à peu près. Est-ce que vous avez le sentiment que ça avait commencé finalement avant? Vous avez eu le déclic de l'écriture il y a 6 ans, mais est-ce que vous la portiez en vous bien avant cette histoire? Oui, enfin, oui et non. Oui et non. Je pense en fait que la thématique de l'emprise et de la confrontation à des violences ou de perversité est quelque chose qui est constitutif en fait de ce que je suis. Mais il n'y avait pas forcément une conscience de ça. Pardon, excusez-moi. Vous dites l'emprise, c'est constitutif de ce que vous êtes. Oui, c'est-à-dire ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis souvent retrouvée dans la position de la victime face à des prédateurs. Ça veut dire que ça vous a aidé à devenir, paradoxalement? Non. Ça veut dire que je suis une proie pour ces gens-là parce que y a des blessures de l'enfance ou le socle affectif d'origine étant désaxé ou étant pas construit correctement, on se retrouve dans une vulnérabilité et parfois dans un désamour de soi-même qui fait qu'on tombe entre les mains de gens qui vont s'emparer de cette faiblesse et de cette fragilité et qui vont pouvoir vous êtes très manipulable. Et voilà, donc quand je dis c'est constitutif, c'est que des blessures de mon enfance, je suis devenue quelqu'un dans cette... voilà, dans cette, pas cette forme-là, mais dans cette constitution-là. C'est amusant parce que j'ai lu pas mal d'interviews de vous pendant la promo. Vous êtes à la fois du côté de la romancière, vous dites c'est une fiction, mais vous dites finalement la matière, la matière c'est moi. Oui. La matière c'est moi, c'est mes fêlures, c'est ce dont j'ai souffert, mais vous franchissez pas le Rubicon, alors que beaucoup de documents ces dernières années sont sortis avec des gens qui se disaient... qui se posaient en victime, qui s'assumaient en victime, et vous n'avez pas franchi cette frontière-là. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, parce que effectivement, je ne suis pas Adélie, mon héroïne, mais les situations auxquelles elle est confrontée, c'est des situations qui m'ont traversée. Donc, j'ai la sensation de savoir de quoi je parle et de m'autoriser à pouvoir en parler. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus floue, c'est qu'effectivement, le livre parle d'abus et d'abus d'enfants. Et d'inceste. Et d'inceste, et que, effectivement, comme j'essaye parfois de l'expliquer, c'est qu'il y a des personnes, des victimes, qui sont très conscientes et qui se souviennent parfaitement de ce qui leur est arrivé, ce qui n'est pas mon cas. Et je pense que ce flou entre mon héroïne et moi-même, c'est le même flou que j'ai entre moi et moi-même de mon enfance, c'est-à-dire de ne pas de subir une mémoire traumatique qui ne me permet pas de vous souvenir? Oui, ah bah oui, c'est la mémoire. En fait, c'est un peu comme si la mémoire disjonctait, c'est-à-dire que quand on vit des choses qui sont ou trop violentes ou trop inenvisageables, en fait, il y a une protection du cerveau qui se met en place pour justement pouvoir survivre à des événements tels que cela. Et je pense que voilà, j'appartiens à cette catégorie. Et que c'était pas envisageable pour moi d'imaginer que effectivement un père puisse avoir de tels actes sur son enfant. À
un peu à la façon de Camille Kouchner qui a pu en parler. C'est-à-dire que moi, j'aime... Enfin, mon père n'est plus là. Mais voilà, j'avais une très, très belle relation avec mon père. C'était tout, en fait. C'était mon confident, c'était mon ami, c'était mon protecteur. Et voilà, c'est vrai que et je pense que la distanciation qu'il y a entre mon roman et moi-même, c'est la même que celle que j'ai en dissociation de moi-même à moi-même, en fait. Et il y a cette question du déni, vous en parlez Voilà, du déni. il y a du déni là-dedans. Voilà. Enfin, en tout cas, ce que vous écrivez en tant que narratrice, on va dire, dans le livre, vous dites, grâce au déni, elle... Donc, votre héroïne Adélie a construit des repères, camouflé sa misère, trouvé de la lumière dans un monde imaginaire. L'aveuglement lui a permis de rester en vie. Il y a quelque chose de protecteur dans le fait de ne pas vouloir voir, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Ah oui, bah, le déni, c'est une des cuirasses possibles et une des sauvegardes possibles à tout acte impossible à gérer. Mais il y a du tellement vrai, enfin Gérard, vous êtes d'accord avec moi, c'est tellement vrai dans l'écriture, dans les mots, c'est tellement sans Ah oui, fin. alors les premières pages, enfin, dès les premières pages, on est complètement pris, ça c'est clair que ça m'a... Oui, il y a quelque chose de cru. Ça m'a un peu bousculé, mais... Oui. Moi, ce que j'arrive pas, c'est comment vous êtes dans le déni, donc vous n'avez pas de souvenir apparemment. Qu'est-ce qui a déclenché le fait de savoir que vous étiez dans le déni et que vous ne vous souveniez pas? Alors en fait, je me suis rendu compte qu'on n'écrit pas, mais les choses s'écrivent. Et en fait, on subit son écriture, on est comme pris en otage de son écriture. Et j'ai sûrement pas écrit le livre que je voulais, mais le livre qu'il fallait. Et la première fois que j'ai terminé la première version, en fait, j'étais très émue, même en larmes, parce que j'ai réalisé en fait que le livre m'avait montré ce que je devais profondément dire et ce que je devais partager, et non pas ce que moi j'avais sous mon contrôle et sous ma maîtrise d'écrivain. C'est votre inconscient qui a écrit? Beaucoup. Je pense beaucoup. C'est les choses c'est presque de l'écriture automatique, dans l'absolu. Enfin, c'est l'esprit qui vous... Oui, c'est une forme d'esprit automatique. Oui. Mais c'est des ombres chinoises, alors. Ce sont des ombres chinoises et ça suffit. C'est des fantômes aussi, oui. Mais c'est, encore une fois, c'est ce que je disais au début, c'est qu'effectivement, on exorcise ses propres démons à travers l'écriture. L'écriture, elle est aussi utilisée pour ça, et elle est utilisée pour exorciser ses propres démons et partager le démon des autres, parce que finalement, on se retrouve, et plus on se projettera dans mon roman, et plus je saurai que le cri personnel que j'ai voulu pousser, finalement, il atteint... Il y a quelque chose d'universel Oui. de toute façon, et ce qui est intéressant aussi, c'est le titre « Les abusés » au pluriel, et vous donnez la parole aussi au bourreau, au pervers narcissique, en expliquant que lui aussi, il a des failles, lui aussi, il est passé par le statut de victime, ce qui fait que ça, vous démontrez que finalement, ça touche tout le monde. C'est ça qui est fort quand même, c'est que vous êtes aussi l'avocate du diable. Oui, parce que pour y avoir confronté, on a plusieurs façons de s'en sortir, en fait. Donc, il y a les victimes qui vont se plaindre, et vraiment, il n'y a aucun jugement loin de moi. Et puis, il y a des... Mais... Et puis il y a aussi l'évidence de dire c'est une victime, c'est un monstre, et donc on condamne. Et moi, pour les avoir confrontés, j'avais vraiment besoin et envie d'aller au-delà, d'aller chercher qu'est-ce qu'on leur a injecté à ces êtres pour que le mal soit la trajectoire de leur existence, et finalement d'observer que ces êtres-là étaient tout aussi abîmés que ceux qu'ils allaient abîmer, et qu'il y avait comme un effet miroir de dire je vais vous montrer ce que moi on m'a fait et je le refais. Et finalement, évidemment qu'il faut les condamner, et évidemment que c'est salutaire, enfin il n'y a même pas à négocier, mais que la condamnation seule me semble un peu étroite. Mais c'est pas votre truc en vérité. Enfin moi, plus je vous écoute, plus j'ai l'impression que c'est un biotope dans lequel vous ne vous épanouissez pas, mais qui existe, et il faut vivre avec. Parce qu'il y a plusieurs postures par rapport à ça. Il y a ceux qui dénoncent, qui flinguent, qui coupent les ponts, qui en font une grande cause nationale. Vous dites pas du tout ça, en fait. Vous en avez fait une matière créative. Alors voilà, je le fais à travers une expression artistique. Mais en fait, c'est parce que j'ai ce privilège, moi, d'avoir cette possibilité. Et effectivement, on sait très bien qu'en tant qu'artiste, on a cette chance inouïe
entre guillemets, de recycler des douleurs, de recycler un matériel vivant et de l'exposer pour pouvoir le partager au nom de ceux qui ne le peuvent pas. Et c'est ma façon à moi d'intervenir dans ce mouvement général de la libération de la parole aujourd'hui. Et effectivement, je suis plutôt quelqu'un de réservé si je ne passe pas par un tiers ou par l'expression. C'est le contraire d'une libération de la parole. Hein. Oui. Pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire, la libération de la parole, c'est dire les choses comme ça. Faire un roman et reconstruire une cathédrale et un écheveau avec des sens cachés. Non, mais c'est une vraie libération quand vous lisez le livre. En tout cas, pour moi, un roman, c'est une création. Ah, oui, une création, c'est pas une libération. Mais alors justement, c'est intéressant parce que dans votre façon d'appréhender le cinéma, je voudrais qu'on retrouve une séquence où vous étiez En aparté il y a quelques années de ça et où vous expliquiez que vos rôles, quelque part, c'était votre vie aussi. Oui. Écoutez. C'est un avantage d'avoir sa vie à travers les images et de pouvoir retourner en arrière et de pouvoir se souvenir vraiment. Votre vie, pas de différence. Les rôles, c'est votre vie. Ouais. Oui, parce que c'est souvent lié et puis parce que ma vie se trouve dans cette réalité-là, beaucoup plus que dans celle de la vie de tous les jours. Et donc pour moi, c'est là que ça se passe, c'est là que je vis et c'est là que j'ai les plus grandes émotions, les plus grandes peurs, les plus grandes angoisses, les choses les plus fortes. C'est là que je les vis. Il n'y a pas de frontières. Il y a une scène dans le livre où vous dites à un homme que vous aimez, enfin l'héroïne, elle lui dit, alors qu'ils sont séparés, mais je suis autant productrice des œuvres que toi. Il y a quelque chose comme ça, il y a un échange où vous dites que vous avez été, vous sentez que vous avez été vampirisé. Et c'est ce que vous dites là. Si les films que vous avez joués chez vous, on vous a un peu volé votre vie. Moi, je ne pense pas qu'on me l'ait volé. Je pense que ça m'a permis d'exister. Donc vous l'avez offerte au metteur en scène. C'est pas des vies par oui, procuration. Mais en fait, on ne sait jamais. Ce qui est intéressant dans la création, c'est qu'on ne sait pas quel est le pourcentage fusionnel de l'artiste avec son œuvre, et que finalement, on ne sait pas s'il y a 10% ou 90% là. Et pareil dans mes rôles. Ça, c'est mon jardin privé. Et peu importe en fait. Ce qui est important, c'est le résultat et qu'est-ce qui va pouvoir apporter ou qu'est-ce que je vais pouvoir partager avec les autres. Et quand vous dites que ce n'est pas une libération de parole, je ne suis pas d'accord en fait. Parce que peu importe le moyen qui fait que des gens vont pouvoir se retrouver et pouvoir dire on parle de moi là-dedans et je sais de quoi elle parle, je l'ai vécu ou je connais. Et ça permet à certaines personnes de se libérer aussi. On n'est pas obligé d'être en tête de gondole d'une manifestation pour avancer. Vous vous rappelez de Jonathan Le Goéland, le film ? Non, ça vous dit rien ? Le titre, je crois que la musique. C'était à travers une mouette. Voilà, c'était une parabole du genre humain. À travers une mouette. Et en fait, parce que c'était une mouette, on acceptait tout ce qui était dit sur nous, le miroir qu'on nous portait. Alors que si on vous montre le miroir de vous-même en direct, il y a toute une catégorie de gens qui va dire non, je ne veux pas entendre, je ne veux pas voir, qui ne sera pas prêt à se confronter à lui-même. Alors qu'à travers d'autres, à travers des interfaces ou à travers des choses détournées, finalement, on peut accepter... Mais c'est vrai que c'est pas quand on lit ce livre, ça fait forcément écho à des situations qui sont peut-être très différentes, etc. Mais il y a une forme d'universalité dans le propos où effectivement on peut tous se retrouver, hommes comme femmes d'ailleurs, à un moment. Et il faut Moi, depuis que le livre est sorti, oui, les retours, bah oui. Hommes et femmes. Hommes et femmes, c'est ça, c'est important de le dire. Et que ce soit des journalistes. La scène où il y a cette discussion sur je suis autant responsable de l'œuvre que toi, enfin, il y a un passage qui est très explicite, on voit tout à fait le type de rapport. En tout cas, ça chamboule, ça remue et ça chahute, et c'est en ça que c'est salutaire. Et il y a aussi ce qu'il y a, enfin, on parle comme ça du contenu, mais il y a la forme aussi, parce qu'elle a du style. Oui. Enfin, je veux dire, elle aurait pu raconter ce qu'elle raconte si elle n'avait pas
Elle ça avait aurait un pu être minimum. Ouais, ça plat. aurait été plat. Ouais. Et là, dès les premières pages, enfin moi, dès les premières lignes, je m'attendais pas à ça. Hein, franchement, En fait, il y a une je suis grille. assez sectaire. L'actrice, l'écrivain, truc. Faut pas trop le perturber, Gérard. Voilà, Et ben, faut finalement, pas. J'arrive à un certain âge, donc faut pas m'embêter. Et là, dès les premiers mots et dès les premières pages, vous êtes complètement bousculé. Ça faut reconnaître. Et puis il y a la notion aussi de victime au début. Enfin, c'est assez troublant. On sait pas ce que vous êtes pas. Au début, vous ne paraissez pas victime. Hein. Vous êtes complètement pris. C'est très sexuel au début. Enfin, je veux dire, c'est très physique. Oui. Et ce qui m'a troublé aussi, c'est que vous semblez excuser le côté sexe avec vous rajoutez le mot divin à côté. C'est ça qui m'a. Alors que c'est complètement physique les premières. Moi, je trouve, vous avez un style qui vous Et il y a du qui souffle. bouscule. Il y a Quoi. du C'est souffle, assez étonnant parce que vous avez une femme assez fragile, enfin physiquement, mais il faut pas s'y fier. Les femmes sont jamais fragiles. méfiez-vous rarement. des apparences. Mais oui, Gérard. exactement. Mais là, vous avez un truc qui bouscule. Enfin, ça, j'avoue que j'ai été pris dès le début là. Ouais, merci beaucoup. Bah, ça me touche. Eh ben, dis donc, venant de Gérard Collard, Non, mais il faut reconnaître. chapeau. Mais Oui. d'une méchanceté d'habitude. Oui, il est odieux normalement. Ce qui est frappant dans votre parcours, c'est que ça a toujours été placé sous le signe de l'art. Je crois que le tout premier homme à avoir vu l'artiste en vous, c'est Salvador Dali, c'est vrai? Oui, oui, oui. Mais absolument. racontez-nous, c'est génial. incroyable, c'est quand même un des plus grands génies du XXe siècle. En plus, quelqu'un évidemment que j'admire plus que tout, oui. parce que justement, je vais revenir là-dessus, mais toujours pour la question que vous avez dit, le mouvement surréaliste. Moi, je suis fan du surréalisme. Et pourquoi? Parce que justement, le surréalisme, c'est un moyen détourné de montrer le réel. Et on le comprend et on l'absorbe. Enfin, moi, personnellement, je pense que je ne suis pas toute seule, de manière beaucoup plus profonde et de manière beaucoup plus évidente, parce que justement, c'est surréaliste. Voilà. Et Salvador Dali, donc, que j'adore, puisque c'est un surréaliste, oui, j'avais 8 ans et j'étais avec mes parents et on visitait une ruine d'un château espagnol. Et voilà, moi j'étais un peu comme ça sauvage et je m'éloignais toujours de mes parents. Et je me suis retrouvée face à un couple qui à l'époque était... alors moi je l'ai su par la suite, puisque moi forcément 8 ans je ne connaissais ni l'un ni l'autre, mais c'était Salvador Dali et Amande Dallier. Hein. Et Amande Dallier avec des cuirasses jusqu'en haut des cuisses et une longue cape comme ça, et Salvador Dali tel quel, avec sa canne. Enfin, c'était pour moi, enfant de 8 ans, Surréaliste, un couple pour le coup. sorti des ruines de ce château. Quoi. J'avais l'impression que c'était des fantômes. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais là toute seule? Et j'ai dit, mes parents sont là-bas. Et ils ont été voir mes parents. Et effectivement, Salvador Dali a dit, la petite là, ça sera une artiste. Et par la suite, et donc... Vous avez compris pourquoi il a dit ça? Ah Comme non. si c'était une prophétie. C'était vraiment comme une prophétie, parce qu'il n'y avait rien en moi où j'ai rien fait de Et spécial. est-ce que ça vous a marqué à un tel point? C'est-à-dire, oui. alors, oui, J'ai jamais alors, oublié. est-ce que c'est pas le, Pourtant, j'ai vous êtes oublié des devenu, choses. est-ce que vous êtes devenu une artiste parce que autoréalisatrice. quelque part vous avez voulu devenir ce qu'il vous a dit? Ah non, pas du tout. Voilà, je l'ai pris. Et effectivement, pourquoi ça m'a marqué? Parce que je ne me sentais pas très reconnue dans ma propre famille. Et quand j'ai demandé qui étaient ces gens, et qu'on m'a dit mais c'est des gens très connus, et c'est un artiste très célèbre et très important, du haut de mes 8 ans, que quelqu'un d'aussi important puisse se tourner vers moi et voilà, porter une attention sur la petite fille que j'étais, ça a été quelque chose d'extrêmement choquant pour moi. Et on retrouve la vulnérabilité de départ par laquelle vous avez commencé l'émission. Exactement. Il vous a eu il vous a pas eu non, pour le il coup, a- puisqu'il était bien intentionné, Voilà. mais il vous a montré le chemin par le point faible. Bah oui.